Nous n'avons personnellement rien vu. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons pas ces routes. La seule chose que nous avons vue qui était partout, oui, c'est des grands panneaux. Là où on a mis la photo du président de la République, on a écrit 145 territoires. C'est le seul accomplissement. Sur terrain, nous n'avons rien vu. Déjà, quand on parle d'un président de la République, on ne peut pas présenter comme bilan un bâtiment de 2 classes, de 2 pièces qu'on présente comme bilan. Non, quand on parle d'un président de la République, il faut qu'on parle de la création d'emplois, qu'on parle de 5 millions d'emplois, qu'on parle, je ne sais pas moi, de 2000 km de routes. Mais nous sommes en train de parler de Tshisekedi qui a construit moins de 300 km de routes en 5 ans. Nous parlons d'un Félix Tshisekedi qui est incapable de finir la guerre à l'est du pays. Nous avons des territoires occupés jusqu'à ces jours. Il n'a pas commencé, mais il a trouvé la République démocratique du Congo avec ses 200 places là. Il a dit que jamais les FARDC n'ont eu autant de moyens que nous. Jamais on a acheté autant d'armes. Jamais on a acheté des drones. Jamais, jamais. Ce sont des histoires, c'est comme le budget national. Quels sont les résultats? Si vous avez plus de moyens pour l'armée, cela veut aussi dire automatiquement, c'est la logique, hein, c'est une déduction simple. On devrait avoir beaucoup plus de résultats à l'Est. Il a trouvé la République démocratique du Congo avec ses 2 345 000 km². Aujourd'hui, les Rutshuru et les Massissi sont occupés. Alors, si on a plus de moyens, comment est-ce que nous sommes, et pourquoi est-ce que nous sommes incapables de bouter les M23 dehors? Dites-moi, quand on écoute Matata Pogno, c'est on va faire une grande économie, on va structurer, etc. Quand on écoute ces sangas, on va faire des réformes, etc. Mais c'est quoi votre programme finalement avec Katumbi? Vous voulez faire quoi? Déjà, la particularité de notre groupe, oui, est que... Et va faire quoi aussi? Parce que les autres ne font que présenter l'expertise et tout ça. Vous dénigrez, vous critiquez Tshisekedi, mais vous allez faire quoi? Déjà, nous sommes à 5. Tous les candidats qui sont alliés à Moïse Katumbi avaient, avant de se rallier à Moïse Katumbi, présenté leur projet de société. Donc c'est un groupe très riche en projets. Matata Pogno avait présenté son projet Renouant avec notre destin. Et nous allons accomplir cela à plus de 50%. Mais Tshisekedi a commencé déjà? Tshisekedi n'a rien fait. On n'a pas vu le route. Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous savez que nous avons frôlé la mort à Mwenga? Avec quoi? Mais c'est Katumbi, au fait. Dites-moi, monsieur Koukouni, le problème avec vous, c'est que vos alliances un peu dérangent. Hein. Regardez, vous n'êtes pas capable même de condamner Kagame. Citez son nom seulement, ça vous pèse. Mais... Et puis, le pays de la sous-région, là, on a appris même aujourd'hui, Nanga a présenté son affaire des rébellions là-bas. Et vous avez soutenu d'ailleurs à l'Est quand vous étiez là-bas. Par rapport à cette question, nous avons beaucoup d'attentes. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même grave. D'abord sur le plan diplomatique. On nous a vanté pendant plus de 3 ans l'existence d'une diplomatie agissante. Aujourd'hui, nous avons assisté à la naissance d'un mouvement politico-militaire dans un des États membres de l'EAC. Oui. C'est grave. Oui, le problème. Non, mais c'est très grave. Parce que ces mouvements politico-militaires-là, c'est un mouvement qui se prépare à attaquer la République démocratique du Congo. Alors, oui, quelles sont nos attentes? On s'attend d'abord à ce que le président de la République puisse rappeler notre ambassadeur, puisse expulser l'ambassadeur rwandais. Rwandais? Pardon, Kenyan. Ah bon? Kenyan. Mais les Kenyans travaillent avec nous, hein, c'est un système financier. Non, non, écoutez, un mouvement politico... On a les réseaux bancaires ici, c'est Kenya. Un mouvement politico-militaire vient de voir le jour à Nairobi. Le gouvernement doit réagir. On s'attend à ce que le président de la République puisse identifier le Kenya comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. On s'attend à cela. Mais le Kenya n'est pas le M23? Non, mais le mouvement politico-militaire qui a vu le jour aujourd'hui, dans sa déclaration, qu'est-ce que Nanga a dit? Il a dit que je suis avec le M23, je suis avec les mouvements rebelles de l'Ituri, du Nord Kivu.
Il a parlé de quelques regroupements politiques. Alors, si on considère le Rwanda comme pays agresseur qui soutient les M23, donc le Kenya est agresseur aussi. Bien sûr, on doit identifier, le gouvernement doit identifier le Kenya comme pays agresseur. C'est automatique. Le président doit identifier William Ruto, président du Kenya. Mais vous dites que nous, écoutez, vous dites que nous ne citons pas le nom de Kagame, parce que Kagame soutient le M23. Aujourd'hui, un mouvement politico-militaire a vu le jour au Kenya. Cela veut dire que William Ruto, qui a autorisé cela, parce que Nanga, à la fin de sa déclaration, il a remercié en direct des chaînes kenyanes, le président kenyan, le gouvernement kenyan. Donc Félix Tshisekedi doit aussi identifier William Ruto comme agresseur de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas fini, pardon. Oui, allez-y, oui. Le président de la République doit même aller plus loin. Il doit suspendre les activités des entreprises kenyanes qui opèrent en République démocratique du Congo. Il y a des banques kenyanes en République démocratique du Congo. Il y a la compagnie d'aviation kenyane qui vient en République démocratique du Congo. Jusque-là, le président n'a pas encore réagi. Vous parlez de Kagame, mais est-ce que le gouvernement a réagi par rapport à ce qui s'est passé là-bas? Écoutez, Félix Tshisekedi... Vous n'y êtes pour rien. Nanga, vous avez soutenu, hein? Nanga est un citoyen congolais. Il est libre de s'exprimer comme il veut. Mais quand Nanga fait sa déclaration, est-ce que vous avez vu une déclaration de notre part pour dire que nous acceptons ce soutien-là? Nous ne l'avons pas fait. Mais là, vous faites chanter Tshisekedi maintenant avec les Kenyans. On ne fait pas chanter Tshisekedi. Nous essayons seulement d'expliquer certaines coïncidences qui dérangent. En 2018, il y avait une dynamique à Genève. Oui, avec Kamere. Voilà, Félix Tshisekedi et Vital Kamere violent les accords de Genève. Non, ils ont renoncé, c'est pas violé, ils ont renoncé. Ils ont violé ces accords-là. Ils avaient signé, ils ont retiré leur signature, ils ont violé ces accords-là. Ils sont partis à Nairobi, créer le cash, parrainé par Uhuru Kenyatta. Nous sommes en 2018. En 2019, à l'issue des élections très contestées, on voit Félix Tshisekedi prêter serment, qui vient comme invité, le seul, Kenyatta. Uhuru Kenyatta. C'est le seul qui était venu ici. En 2019, le M23 a été logé à l'hôtel du Fleuve pendant des mois. Il y a maintenant des photos qui circulent, hein, avec presque avec beaucoup de gens de l'Union sacrée. Il y a l'Assemblée qui avait confirmé ça. Voilà. Toujours en 2019, Tshisekedi a fait applaudir Kagame au stade de Martyrs. Mais là, ils étaient en bon terme. Vous ne pouvez pas être en bon terme avec quelqu'un enfin, quand Kagame est venu au stade de Martyrs, mais il était déjà... Écoutez, il voulait calmer la situation de bonne foi. Non mais, écoutez, on dit que Léopold II avait tué 10 millions de Congolais lorsqu'il avait... pendant la colonisation. Lorsque nous entendons cette histoire, ça nous fait la chair de poule. Et aujourd'hui, c'est quoi la narration? On dit que Kagame est auteur de la mort de plus de 10 millions de Congolais. En 2019, affirmatif. Quand on l'applaudissait au stade de Martyrs, il était déjà assassin de plus de 10 millions de Congolais. Est-ce que Tshisekedi n'était pas au courant de ça? C'est quand même une situation assez grave. C'est quand même une situation assez grave. Après, en 2020, qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi, on a vu d'abord William Ruto, qui était vice-président du Kenya, pendant la campagne, dire aux éleveurs kenyans que vous produisez beaucoup de lait, vous produisez beaucoup de choses et vous êtes incapable de les vendre. Il s'était moqué un peu de nous. Il y a un grand marché. Ce n'était pas une moquerie. Il essayait de dire avec intelligence qu'entre le Kenya et Félix Tshisekedi, il y a un accord pouvant permettre au Kenya de faire n'importe quoi en République démocratique du Congo. Non, pas n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, vous êtes incapable, vous n'avez pas de marché, il y a un grand marché là-bas. Ils n'ont même pas de vaches. Ils n'ont même pas de vaches. C'est sur le plan diplomatique, c'est comme une insulte. Non, je ne parle pas comme un opposant. William Ruto était vice-président du Kenya. Cela veut dire que tout ce que Uhuru Kenyatta faisait, Ruto était au courant de ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui... Donc les banques, Kenya Airways, tout ça... Après, voilà, ils sont venus, ils ont racheté 2 grandes banques qui aujourd'hui sont kenyanes. Et ils contrôlent, oui, ils contrôlent. Ils ont nommé, tous les réseaux. Ils ont nommé le beau-frère du président de la République comme ambassadeur au Kenya. Et aujourd'hui, on voit Nanga apparaître au Kenya pour tenir ces discours-là. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur peut faire? Cela veut dire que... Non, mais c'est un pays membre de l'EAC. Nous sommes membres de l'EAC. On devrait avoir nos services de renseignement là-bas.
Comment est-ce que Nanga, dans un hôtel 5 étoiles, peut passer en direct et tenir de tels propos? Mais quelle est la part de Tshisekedi dans ça? Si Nanga se déclare, je sais pas moi, rebelle, quelle est sa part? Mais qui nous a traîné? Mais d'abord, tout ceci se passe au Kenya, dans les mêmes circonstances que celles de 2018, les mêmes circonstances qui ont créé le cash. Bon, nous soupçonnons que Félix Tshisekedi, c'est lui le complice. Non. Alors, il ne devrait pas... Non, mais... Ils n'ont pas... Lui, il défend les Congos, comment va être complice des gens qui attaquent les Congos? Mais qui nous a traînés dans l'EAC? Il y a quelques jours, Félix Tshisekedi à la RTNC, dans le cadre de l'émission du CESAC, on lui a posé la question s'il regrettait notre intégration dans l'EAC. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne le regrette pas. Aujourd'hui, c'est dans un pays membre de l'EAC qu'un mouvement, je répète, un mouvement politico-militaire a vu le jour dans un pays membre de l'EAC. Mais il les a renvoyés, il a suspendu le contrat avec ces gens. Ils sont partis, les Kenyans sont partis. Mais c'est ce que l'opposition réclamait depuis tous ces temps. Alors il ne faut pas changer le débat, tourner le débat pour dire que tel ne condamne pas Kagame. Vos accointances. On s'attend à ce que Félix Tshisekedi puisse désigner le Kenya et William Ruto comme pays agresseur de la République démocratique. Il y a des gens qui nous suivent. Léonard Kanda, Libreville, il dit que cette Kikuni nous dise exactement c'est quoi les projets de société de Katumbi. Je l'ai dit, je crois. Le plus grand défi pour nous, c'est la construction des infrastructures des bases. Le plus grand défi pour nous, le deuxième plus grand défi pour nous, c'est la production locale. Nous voulons redynamiser notre économie à travers l'installation des industries qui vont commencer à produire localement. L'autre défi, c'est la création des emplois. Parce que nous ne pouvons pas imaginer le développement sans infrastructure de base. Aujourd'hui, il n'est pas question de trouver une formule mathématique pour envoyer un vaisseau spatial vers Jupiter ou vers Mars. Non. Nous sommes un pays qui vit encore au XVIIIe siècle. Le plus grand défi, c'est la modernisation de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous allons commencer. Et il y a Marcel Konga qui est à Paris, qui dit Katumbi ne doit pas confondre la gestion d'une équipe de football à la gestion d'un pays, et il ne pense pas qu'avec l'argent on peut tout acheter. Katumbi est compétent, il a été gouverneur, vous êtes témoin de ses exploits. J'ai suivi plusieurs de vos interviews avec Katumbi. Vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé le Grand Katanga. Le Grand Katanga était quand même la province la plus riche, la plus démocratique du Congo. Le Grand Katanga contribue à plus de 80% à notre budget national. Il a été gouverneur de cette province-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Katumbi et on parle du Grand Katanga sous sa direction, il n'y a pratiquement pas de scandale. Les gens disent des choses. Il y a eu des audits qui ont été faits. Il a tout acheté au Katanga, il vendait tout. Au détriment des, moi, j'étais au Katanga, j'étais à Kalemi, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Moba, j'étais à Kamina. J'ai parlé avec la population. La population vous montre des routes. Ils vous disent que cette route-là, c'est Katumbi qui l'a construite. Pas Tshisekedi. Pas Tshisekedi. Et après le départ de Katumbi, les gouvernements successifs n'ont même pas ajouté 1 kilomètre de route. Ça, c'est la population qui s'exprime. Katumbi n'était pas là. Mais vous savez ce que les DPS disent? Moi, j'ai reçu beaucoup de gens des DPS ici. Je dois ajouter ceci. Oui. Katumbi est un chef d'entreprise. Oui, mais le Congo, c'est pas n'importe. Oui, mais il n'existe pas d'école qui forme des premiers ministres ou des présidents de la République. La politique réunit les meilleurs de la société. Lorsque vous excellez dans le domaine privé, vous êtes qualifié d'entrer dans la scène politique pour donner le meilleur de vous-même. Nous parlons ici du meilleur chef d'entreprise que nous avons en République démocratique du Congo. Katumbi. Nous parlons de quelqu'un qui a l'expérience de gestion politique parce qu'il a géré la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Nous parlons de quelqu'un qui est très impliqué dans le social. Nous étions à Bouta, on nous a présenté... À Bouta. Il a fait quoi à Bouta? On nous a présenté des étudiantes qui ont fini la médecine, 6 ans. Cela veut dire Katumbi a commencé à payer leurs études avant même qu'ils ne puissent être candidats président de la République. Dites-moi, Parfait Lumbi qui est à Marseille, en France, il dit, M. Kikuni parle, mais lui,
Sesanga, Franck Diongo, quel poids politique? Il pèse combien? Mais je l'ai dit au début, le poids politique, ça se constate dans les urnes. La popularité, je répète, ce n'est pas une donnée constante, c'est une variable évolutive, ça change. Cela veut dire que nous sommes ralliés à Moïse Katumbi, qui est quand même un vrai poids lourd. Les autres candidats que vous voyez là, ils sont connus. Moi, j'étais avec Matata Ponyo. Matata Ponyo est très connu dans tous les coins, de la République. On connaît Matata Ponyo, bien sûr. En ce moment, il est quoi? Au Nord Kivu, voilà. Maniema, Sud Kivu. Voilà. Mettez-moi un peu du Matata. Nous avons fait presque la moitié. Attendez qu'on le suive un tout petit peu. Matata Ponyo, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Le 20 décembre, le 20 ya hii mwezi kunakuya hii, mvula ikanyesha ikunyesha, kwenda kuvotea, haiko vile. Nyimbo temuko na makati de lecteur. Kisha kani nikone vitone. Voilà. Kemi vizuri hapana. Wadudu wakasonga mjambo. Iko kandida numero 3. Haiko vile. Wanaita ukisahili numero 3. Haiko vile. Uwe ndio mtu mwenyewe anaweza kuleta maendeleo ya Nord Kivu. Hii jimbo yetu ya Nord Kivu iko jimbo yenye iko riche sana. Iko jimbo yenyewe haiwezi kuwa na mashida lolote. Iko jimbo inapasha kuwa avec la sécurité totale. Na mtu mwenye tunapenda aendeleshe jimbo yetu. Dites-moi, quand on dit Dio, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, et puis vous êtes derrière avec les Franck Diongo, etc., etc. Vous aurez l'argent où? Parce que le Congo a besoin d'argent. Où vous aurez l'argent? Bon, déjà... Déjà, c'est 16 milliards. Il dit qu'il va même augmenter plus que ça. Où vous aurez l'argent? Félix Tshisekedi n'a jamais atteint 16 milliards. Cette année, il n'a réalisé que 8 milliards. Ils ont parlé de... Mais oui. Il vient de promulguer la loi de finances. Félix Tshisekedi, en 2023... Il a promulgué aujourd'hui la loi de finances. Il n'y a jamais eu de 16 milliards. C'est du cosmétique, c'est du mensonge. Il n'y a jamais eu de 16 milliards. C'est faux. C'est faux. Malheureusement, ils continuent à mentir à la population. Il n'y a pas 16 milliards. Ils n'ont jamais réalisé des recettes de 16 milliards de dollars. Ils dépensent plus, mais ils ne réalisent pas 16 milliards. Ils ont d'ailleurs émis pendant toute cette année des bons de trésor qu'ils ont... Enfin, bonne initiative. Oui, mais le marché interne n'a pas prêté au gouvernement de l'argent. Ils ont réalisé 40% lorsqu'ils ont émis le premier bon de trésor et ils ont réalisé 45% lorsqu'ils l'ont fait pour la deuxième fois. Ils n'ont jamais atteint 8 milliards de dollars. Bon. Tu sais qu'il a fait semblant de combattre la corruption. Oui. Voilà le IGF. problème. Parce que IGF. Je dis, il a fait semblant de combattre la corruption. Parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées pour corruption, ils ont été libérés par la suite. Et aujourd'hui, ils sont dans l'union sacrée et ils soutiennent publiquement Félix Tshisekedi. Mais si la justice se prononce, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Félix Tshisekedi? Ce n'est pas la justice qui s'est prononcée, c'est Félix Tshisekedi qui a gracié toutes ces personnes-là. Ben non, il n'a pas gracié Kamere, hein? Non mais écoutez, je ne suis pas là pour parler des individus, mais on sait voir clairement que c'est Félix Tshisekedi qui est derrière tout ça. Prenez le cas de Salomon Kalonda. Écoutez, mais... Oui, Salomon, c'est la justice qui est en cours. Oui, mais avec quelle preuve? Salomon est en prison, mais est-ce que jusque-là, ils ont été en mesure de démontrer que Salomon Kalonda est en connivence ou encore en contact avec, je ne sais pas moi, quel groupe? Il n'y a pas de preuve contre Salomon Kalonda, c'est simplement de l'acharnement. Et ça fait mal parce que, moi je connais Salomon. J'ai vu Salomon en action pour soutenir Félix Tshisekedi pendant qu'il était encore opposant. Bien sûr. Salomon, c'est le politicien le plus actif qui parlait avec presque tous les opposants. Vous savez, à Genval, l'opposition était très essoufflée. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi est détesté par les gens du FCC, c'est parce qu'ils se disent que si Moïse Katumbi n'avait pas rejoint l'opposition, cette opposition allait disparaître. Moïse Katumbi a pesé tout son poids. Avec son Il a investi dans cette opposition-là pour que cette opposition-là puisse se battre
et faire partir Joseph Kabila. Mais qui était la tête de cette opposition-là? C'était d'abord Étienne Tshisekedi, ensuite Félix Tshisekedi. Mais il peut dire non. Et Salomon Kalonda a joué un très grand rôle dans cette affaire-là. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Salomon Kalonda est en prison. Mais vous voulez que Tshisekedi fasse simplement, quoi? Non, mais c'est simplement de l'acharnement, c'est simplement la mauvaise foi. Salomon Kalonda devrait être libéré à l'immédiat parce que ça, c'est une honte pour cet État. C'est clair que Félix Tshisekedi manipule la justice. Nous l'avons vu à Beni Butembo. Pendant qu'il faisait son discours, la population a parlé d'un musicien qui est arrêté. Il s'appelle Indekat, j'ai oublié le nom. Parce qu'avec Moïse Katumbi, on était aussi partis visiter sa famille. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit à cette population? Il a dit, je n'étais pas au courant qu'il était arrêté, mais je vais voir comment est-ce que je vais le faire libérer. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui parle. Il a dit ça. Il y a les images. Il a dit ça en plein meeting. Est-ce qu'on l'a libéré? Il a dit qu'il va le faire libérer. Ne lui prêtez pas les intentions. C'est la même personne qui dit qu'il ne s'est mise pas dans la justice. Oui. Je pense que Salomon Kalonda, qui n'est pas d'ailleurs le seul prisonnier politique, nous avons Mike Mukebai, nous avons Stanis Boujakera, qui est un professionnel des médias. Oui, toutes ces personnes que nous soutenons doivent être tout simplement libérées parce que c'est de l'acharnement. Il n'y a rien contre eux et Félix Tshisekedi veut tout simplement... En fait, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons reconduire quelqu'un qui prend plaisir à faire souffrir les autres, sans preuve. Dites-moi, moi j'ai reçu ici Jean-Claude Chilumba, qui est le porte-parole d'ailleurs de Félix Tshisekedi candidat, qui dit que ces gens-là c'est vous, de l'opposition, ils se victimisent à longueur de journée. Vous êtes allé à Mwanda, alors que, bon, il y a des vidéos qui circulent maintenant, votre garde du corps a agressé les policiers, ensuite il y a eu échauffourée, on nous a agressés. Au lieu d'aller à Kananga, vous n'êtes pas à Kananga. Au lieu d'aller à Mboujima, vous n'êtes pas à Mboujima. Au lieu d'aller à Chikaba, vous n'êtes pas là-bas. On nous empêche d'y aller. Finalement, si jamais il y a élection et que Tshisekedi gagne, vous allez contester. Est-ce que vous êtes préparé à contester? Quelqu'un est mort à Kindu, un père de famille, ce n'était pas un voyou, ce n'était pas un bandit, c'était un avocat, un cadre d'ensemble pour la République. À Kindu, oui. Il a été tué parce que lorsque nous étions à Kindu, en direction vers le lieu du meeting, lorsque nous sommes arrivés devant la parcelle du gouverneur, il y a eu jet de pierres et des tirs à balles réelles. Quelqu'un est mort. Il a été enterré. Est-ce qu'on a simulé cela? Est-ce qu'Ensemble pour la République a tué le président de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Kindu? Je pense qu'il faut qu'on soit responsable. Un cadre de l'Union sacrée ne peut pas passer à la télé pour pondre de telles inepties. C'est un manque de respect à la famille du disparu, parce que quelqu'un est mort. Nous avons suivi tous ici comment est-ce qu'un gouverneur en fonction, qui n'a d'ailleurs pas été sanctionné, dire publiquement que le Kasaï appartient à Félix Tshisekedi. Portez plainte. Le même discours tribal. Portez plainte. Le même discours tribal. Exploité par le gouverneur. Quelqu'un a violé, il faut que les gens portent plainte. Vous ne portez pas plainte, vous plaignez. Non, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Mais le président de la République aussi se comporte comme un chef de tribu. Comment ça? Comment voulez-vous qu'on tous les jours à l'apaisement? Tous les jours. Non, mais quand il parle des candidats de l'étranger, quand il part au Katanga, il aborde ces questions-là identitaires n'importe comment. Un président de la République ne fait pas ça. Un président de la République ne peut pas parler comme ça. C'est pourquoi j'ai dit au début de cette émission, nous avons l'impression d'avoir en face de nous un enfant qui joue avec des grenades. Ça se fait exploser à n'importe quel moment. Parce que les villageois, les gens qui vivent dans les zones rurales, pour eux, le patriotisme, l'amour de la patrie pour eux, c'est l'espace qu'ils occupent. C'est leur coin, oui. C'est leur coin. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une manifestation spontanée à Tchéla contre ce qui se passe à Rutshuru. Parce que quelqu'un qui est à Tchéla, pour lui, la patrie, c'est Tchéla. Ce n'est pas toute la République. C'est la République, c'est l'État qui vient rappeler à cette personne-là que les gens qui vivent à Rutshuru et à Massissi ne sont pas différents des Congolais qui vivent à Tchéla. Alors, lorsque vous allez dans un endroit pareil, et vous parlez des candidats de l'étranger, qu'est-ce que vous créez comme sentiment? Je veux vous expliquer quelque chose très rapidement.
Il existe deux formes d'identité. Il existe ce qu'on appelle l'identité objective et il existe ce qu'on appelle l'identité subjective. L'identité objective, c'est l'identité que nous héritons de nos parents. On ne choisit pas ça. Si votre papa était Kassaïen, à votre naissance, vous serez identifié comme Kassaïen. Mais vous êtes Kassaïen par votre père, mais vous êtes né dans le Haut-Katanga. Vous grandissez dans le Haut-Katanga. À l'âge de 18 ans, vous pouvez vous sentir vous-même plus Katangé que Kassaïen. Ça, c'est votre identité subjective. Alors, il faut faire très attention lorsque vous abordez cette question des identités. Parce que ce qui se passe dans le Katanga aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des Kassaïens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui se sentent Katangais. Mais il y a des Katangos aujourd'hui qui pensent que ces gens-là ne peuvent pas prétendre être Katangais. Mais qui était à la base? Mais justement, de tels discours, surtout lorsque c'est exploité par des politiques, par des responsables. Et Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, pendant toute cette campagne, ils n'ont fait que aborder les questions identitaires. Vous? Je n'ai rien de personnel contre Jean-Pierre Bemba. Il a fait une sortie médiatique ratée. Il a traité... De parler du passeport qui existe? Non, mais déjà, Jean-Pierre Bemba a qualifié notre candidat, le numéro 3, d'étranger. Oui. Détenteur d'un passeport zambien. Il a des preuves? Non, mais quelles preuves? Il a un passeport? Tout d'abord, Jean-Pierre Bemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous parlons de quelqu'un qui a été chef rebelle, seigneur de guerre dans ce pays. C'est un passage de sa vie. Qui a été à la tête des troupes ougandaises qui se sont affrontées en République démocratique du Congo contre les troupes rwandaises. À cette époque-là, Jean-Pierre Bemba était détenteur d'un passeport ougandais. Nous parlons de quelqu'un qui a été emprisonné pendant 10 ans à la CPI. Il nous semble qu'il n'a pas appris sa leçon. Si nous étions dans un état sérieux, dans un état normal, Jean-Pierre Bemba serait poursuivi ici et arrêté. Pourquoi? Mais parce qu'il a été blanchi à la CPI. Non, comment blanchi? Comment blanchi? Partez à Kisangani aujourd'hui. Il y a des familles qui ont perdu les leurs à cause de Jean-Pierre Bemba. Ici à Kinshasa, après les élections de 2006, lorsque Kabila s'est affronté avec Bemba, il y a eu de morts. Hugo Tanzambi est mort à cause de cela. Oh, est-ce que Jean-Pierre Bemba... Vous revenez sur les événements. Non, mais écoutez... Vous revenez sur les événements. Vous avez peur je pense que si Jean-Pierre Bemba continue, oui, il va finir à la CPI. Parce que l'incitation à la haine, à la division, ça a comme conséquence des conflits réels. Mais rappelez, pour les passeports, c'est l'incitation à la haine. Il rappelle seulement. Il dit qu'il nous prouve, qu'il nous parle. Où est l'incitation là-dedans? Le ministre, ou encore le vice-premier ministre en charge de la Défense, oui, ne peut pas s'exprimer de la sorte. D'abord, c'est exposer le pays. Vous parlez d'un candidat président de la République. Un candidat président de la République qui, sur le plan légal, a été accepté par la Cour constitutionnelle dont les décisions sont inattaquables. Mais vous, en votre fonction de vice-premier ministre en charge de la Défense... Mais là, on fait campagne électorale. Hein? Non. On est en campagne, là. Il reste vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas qualifier un candidat président de la République d'étranger. C'est grave. Terminons l'émission avec une question de confiance aujourd'hui. La CENI persiste, dit qu'il va y avoir élection mercredi prochain. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Et vous avez confiance au résultat qui sera proclamé par la CENI? Nous n'avons pas confiance en la CENI. C'est pourquoi vous y allez? Non, mais le plus grand ennemi du procès électoral, c'est la méfiance. La CENI ne nous rassure pas. Déjà, vous l'avez dit, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, quelqu'un peut aller voter sans carte d'électeur. Ça, c'est le communiqué. Mais ils ont dit qu'ils vont valider sur place. Il n'y a pas eu audit du fichier électoral. Les listes électorales n'ont pas été affichées comme le prévoient les lois de la République. Aujourd'hui, nous avons encore un problème avec l'accréditation des témoins. Mais nous, en tant que groupe, nous sommes des démocrates. Nous voulons aller jusqu'au bout parce que nous sommes convaincus que
la démocratie reste la seule option pour prendre le pouvoir dans un pays. Mais quand Katumbi dit sur RFI que aux gens, il faut rester dans le bureau de vote, qu'on affiche les résultats par bureau de vote, par bureau de vote, on ne va pas me voler ma victoire, etc. Vous parlez comme Fayoulou, là? Nous ne parlons pas comme Fayoulou, nous appelons seulement la population à plus de vigilance. Parce que nous n'allons pas jouer au même jeu deux fois. En 2018, nous avons été surpris. Et en 2023, ça ne se répétera pas. Vous avez fait quoi? Notre directeur de campagne, Moïse Katumbi, le dit partout, c'est la population. Nous appelons cette population-là à la vigilance. C'est pourquoi on chante partout, Tokokendete, Tokulalawa. Nous demandons à cette population de s'approprier ses voix, de compter, de prendre le PV et d'envoyer à nos centres de compilation. Mais c'est la CENI seule qui a autorité pour publier. Mais cette CENI-là, ce bureau-là de la CENI, n'a pas été constitué selon nos lois. La Cour constitutionnelle elle-même a été constituée, instituée en violation de la Constitution. Même Joseph Kabila l'a dit lors de sa dernière sortie. Alors, nous ne pouvons pas faire confiance en cette CENI-là, mais la démocratie reste la seule option. Le problème est que Félix Tshisekedi pensait que 5 ans, c'est 100 ans. Même Kadima pensait que le 20 décembre n'allait pas arriver. Mais le 20 décembre, c'est le mercredi. Mais ils étaient les seuls à croire au 20 décembre. Et le peuple, non, mais nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Tu sais qu'il a toujours dit, il y aura, on va y aller, il y aura, on va y aller. Mais ils ne nous ont pas rassurés. Il y a 3 jours, ils nous ont dit clairement, ils nous ont humiliés à la face du monde lorsqu'ils ont dit que nous n'avions pas d'avion. Non, logique. Imaginez, écoutez. Et puis vous avez provoqué, vous allez donner des avions, enfin. Écoutez. Oui. Nous sommes un pays avec 9 voisins. Nous avons des pays qui ne nous aiment pas. Parmi nos voisins, le Rwanda nous attaque à tout moment et d'autres pays. Vous allez dire à un autre voisin, l'Angola, que nous n'avons pas d'hélicoptère. Vous exposez le pays. Mais c'est grave tout ça. Bon, écoutez. Nous sommes dirigés par des enfants. Ces gens doivent partir. Soyez calme, soyez gentils. Soyez gentils. Vous allez aller en campagne encore? Il reste 2 jours. Nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons fait jusque-là, malgré certains empêchements. Nous avions prévu... Vous avez vu Franck Dion s'est victimisé encore aujourd'hui? Il ne s'est pas victimisé, il a été réellement attaqué. Nous avions prévu d'avoir 8 avions pour cette campagne. En ce moment, nous n'en avons que 2. Et ces 2 avions-là sont entrés sous une autre identité. Les 5 avions prévus pour la campagne sont encore bloqués en Afrique du Sud. Le gouvernement n'a pas autorisé l'entrée de ces avions-là. Cela veut dire que si on n'avait même pas ces 2 avions-là, on n'allait pas battre campagne. Et c'est le gouvernement. Mettez-vous debout. L'émission est terminée. Je vais vous poser une dernière question. Qui vous donne l'argent? On voit avec des avions partout, tout ça. Qui vous donne l'argent? Nous sommes les meilleurs de la société. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes les amoureux de ces pays. Nous sommes des gens qui produisent des résultats dans le secteur privé. Si nous prenons le pouvoir, nous n'allons pas toucher à l'argent des citoyens, des orphelins congolais. Nous allons travailler seulement pour le bien-être, pour l'amélioration des conditions matérielles des Congolais. Et Katumbi n'aura pas de salaire? Déjà, ça devra... Katumbi n'aura pas de salaire? Il l'a déjà dit, il a promis qu'il n'aura pas de salaire. Et il n'aura pas de salaire? Pas de homme d'affaires? Je gagne déjà bien ma vie. Nous allons seulement travailler pour la République. Bon, bonne campagne. Juste après, il y aura la ministre en charge de Mines qui va s'exprimer d'ailleurs ici avec une production irrémarquable de Paulé Mukendi. Et puis j'attends, Union Sacrée encore une fois, ou plutôt les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi. Comme on parle maintenant de duo Katumbi Matata, duo d'enfer. Allez, à plus tard.